l'heure de votre journal d'information sur la première. Yorana, merci d'être avec nous. Dans l'actualité de ce jeudi, la construction d'un supermarché dans un centre commercial de 1800 mètres carrés fait polémique à Ouria. Les associations plus opposées que la population, entre création d'emplois et non-détérioration du paysage, il faudra choisir. La petite fourmi de feu, bientôt plus qu'un mauvais souvenir à Poun Aouia. 3 ans d'épandage pour le bien des oiseaux, mais aussi des habitants. L'association Manou est venue à bout des colonies qui rendaient la vie impossible aux occupants. Un séminaire et une exposition suffiront-ils à redorer l'image de la perle de Tahiti, figure de proue de l'activité primaire du pays? La perliculture peine à se relever depuis la crise de 2008. On en parle avec Sabine Loriou, la présidente du syndicat des négociants en perles de culture de Tahiti. Elle est l'invitée de ce journal. Et enfin, nous irons dans le nord de la Nouvelle-Calédonie pour rencontrer une pêcheuse de crabes des Palétuviers, l'une des rares habitantes à être sereine à J-3 du scrutin. La croissance économique et la protection environnementale peuvent-elles être complémentaires? C'est tout l'enjeu des nouvelles infrastructures qui pourraient être installées sur l'île Sœur. À Ouria, les habitants sont mitigés quand les associations de protection de l'environnement sont catégoriques. Elles ne veulent pas de ce supermarché qui serait le plus petit du groupe Van, selon son propriétaire Chiquita Darouzès, Nicolas Suir. Ce terrain de 49 000 m² est la propriété de la famille Van depuis 22 ans. C'est sur une partie de cette zone située à M'Haripa que le futur carrefour de M'Ouria devrait voir le jour. 1800 m² de surface commerciale. Le permis de construire n'a pas encore été déposé. Il faut d'abord peaufiner certains aspects techniques avec la mairie. Il y a beaucoup de problématiques techniques à prendre en compte, notamment au niveau du traitement des eaux usées, traitement des eaux pluviales. Comme vous voyez, ce terrain, c'est un terrain marécageux, donc il va falloir tenir compte de tous ces éléments. L'approvisionnement de l'eau qui est aussi une problématique ici. Donc tout ça, ça se prépare avant qu'on puisse justement déposer un PC, une demande de permis de construire. Et l'autorité de la concurrence, parce qu'elle vient avant le PC. Le coût des travaux n'a pas encore été entièrement chiffré, mais la venue du géant à M'Ouria, qui compte près de 19 000 habitants, n'est pas forcément vue d'un très bon œil. On va faire un carrefour ici à M'Haripa, s'il y a déjà 2 magasins ici. C'est vrai que s'ils font un carrefour, ils vont donner du travail pour les gens, mais qui les gens? S'ils vont embaucher les gens de M'Ouria, oui, c'est une bonne chose. Mais s'ils embauchent des gens de l'extérieur, c'est pas bon alors. La nouvelle enseigne devrait venir compléter le centre commercial de M'Haripa. Ici, restaurants, bureaux administratifs et petits commerces se côtoient déjà. Une tranquillité qui risque d'être bouleversée. C'est très dommage pour l'environnement de M'Haripa parce que ça va amener une congestion considérable dans la circulation. C'est pas tellement le fait que ce soit une concurrence, mais pas pour nous en tous les cas, mais pour certains commerces, ça va être dramatique. Je pense que, au contraire, ça va nous faire venir plus de gens. Ici, on a déjà notre carrefour Toa, mais c'est uniquement de l'autre côté. Mais de notre côté à nous, il y a des gens ici qui ne peuvent pas se déplacer. Un autre point ici, côté M'Haripa, je pense que c'est une bonne chose. Mais simplement, il faut que le promoteur puisse embaucher les gens de notre île. Les associations de protection de l'île ne sont pas contre le développement, mais elles redoutent une détérioration de l'environnement. Nous voulons continuer notre route avec les commerçants qui sont là. Nous avons des commerçants qui se sont installés ici, qui ont grandi avec cette population, qui ont établi un climat de confiance avec cette population. Nous voulons garder l'authenticité de M'Ouria. On a un challenge, c'est de faire le plus petit carrefour du monde. Parce qu'en fait, en réalité, c'est un gros supermarché. Le groupe Van rassure, les artisans ne seront pas lésés. Le parking d'une surface de 3000 m² prévoit de les intégrer gracieusement au projet. Et le groupe Carrefour, ce sont 837 employés en 2020 et plus de 40 milliards de chiffre d'affaires en 2019, selon le Dixit 2021. Et si la petite fourmi de feu n'allait bientôt plus être qu'un mauvais souvenir, objectif de l'association ornithologique Manou, éradiquer la petite fourmi de feu sur la zone du PK18. La dernière phase d'épandage a été réalisée ce matin à la fin de 4 mois de campagne pour traiter 50 hectares de terre, rendu possible grâce à une levée de fonds des propriétaires. La commune aussi a mis la main à la poche. Caroline Fari, Jérôme Lee.
Dernier préparatif pour la fin d'une longue guerre contre la petite fourmi de feu à l'ouest de Tahiti. La zone de Temaruata est aujourd'hui sauvée. On s'est attaqué aux 3 autres colonies sur 50 hectares qui entouraient l'entrée des vallées à Monarque. Et c'est ce qu'on vient de clôturer là, enfin c'est ce qu'on va clôturer aujourd'hui. C'est un cycle de traitement, de 4 traitements sur 50 hectares. Avec 80 reines au mètre carré dans une méga colonie, l'objectif est clair, les éradiquer car elles sont nichées à la cime des arbres et ont le pouvoir de s'auto-cloner. Pour ce faire, la méthode hawaïenne utilisée, fipronil ultra dilué, va permettre aux ouvrières de monter pour alimenter et par là même empoisonner les reines. Une guerre drone contre clone avec du matériel adapté. Donc, nous utilisons un drone qui peut emporter une charge au fait de 4 kg. Donc des produits, un fourmicide pour justement éradiquer, on dit ça entre guillemets, les fourmis de feu. Les lignes ont été construites par des ingénieurs et donc le drone suit ces lignes pour pouvoir faire de l'épandage. Si les propriétaires alentours sont partie prenante dans cette lutte, l'association Manu réussit son combat pour la préservation du monarque de Tahiti, espèce endémique aujourd'hui en bonne voie de multiplication. Le monarque se porte bien, on est à 128 adultes là au jour d'aujourd'hui en décompte, en sachant qu'on est parti de 19 adultes connus et 12 qui se sont vraiment reproduits, on revient de loin. Et puis ces colonies, moi je pense que la méthode, même si elle ne marche pas à 100%, c'est-à-dire que si on n'a pas d'éradication des nouvelles colonies, on va tellement les diminuer qu'on va au moins gagner 20 ans, 30 ans de temps. Un optimisme à modérer alors que la fourmi de feu est présente sur tout le territoire polynésien, un fléau pour l'agriculture que seule une volonté politique pourra éradiquer. Et sachez que le produit utilisé pour l'épandage, le fipronil, n'est pas toxique pour l'homme. 60 ans, la perliculture célèbre ses 60 années d'existence en Polynésie, un secteur qui a connu l'âge d'or avant de s'effondrer en 2008 avec la crise économique, puis avec l'arrêt des exportations suite à la crise du Covid. Avec cela, des griffeurs chinois qui ne sont jamais revenus et des lagons qui s'appauvrissent. Mais le séminaire qui se tient à Faa tente de prouver que la perle de Tahiti reste un secteur porteur. Brigitte Olivier, Heidi & Co. Demandez donc à cette professeure en CAP bijouterie joaillerie ce qu'elle pense de l'avenir de la perle de Tahiti, que du bien, et elle croit même en son avenir radieux. La perle est vraiment un produit de luxe qui est utilisé par toutes les grandes maisons de bijouterie joaillerie dans le monde. Donc la perle, elle a forcément un avenir. Qu'elle soit de Polynésie ou d'ailleurs, elle a forcément un avenir. Mais tous les élèves d'Isabelle ne vont pas forcément créer une entreprise qui les occupera à temps plein. Mélanie, par exemple, a plutôt l'intention de se réaliser à titre personnel. Je ne veux pas me lancer dans la bijouterie de manière exclusive. Pour moi, c'est un complément. C'est ma façon aussi à moi de trouver un équilibre professionnel en me diversifiant. Et il est évident que la perle stimule la créativité. Il n'y a qu'à regarder les réalisations de bijoutiers confirmés ou d'apprentis pour s'en convaincre. Dans cette exposition consacrée aux pionniers de la perliculture et qui abrite aussi les plus beaux bijoux contemporains, une jeune stagiaire de 18 ans démontre que non seulement la perle, mais la nacre aussi, sont des produits d'exception qui doivent être exploités. J'ai tout pensé. J'ai pris une semaine pour imaginer le collier, le modèle, la forme et une semaine pour le clé. Des trésors donc, mais pas seulement. La culture de cette huître en Polynésie ouvre beaucoup d'autres horizons. Il n'y a pas que la perle. Nous avons les produits perliers, c'est-à-dire les nacres, les coquilles de nacre, vous avez les coquillages. Nous avons tellement d'éléments qui sont chez nous. Et la perle, c'est un produit endémique par l'huître, par Pinktada, qui existe chez nous depuis la nuit des temps. Mais aujourd'hui, c'est vrai que c'est un produit qui doit être valorisé par nos jeunesses. Évidemment, ce secteur traverse de grandes difficultés, mais l'huître des lagons polynésiens a un potentiel que tous les spécialistes s'accordent à qualifier d'immense. Et on en parle avec notre invitée Sabine Loriou. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être sur la première. Alors, on vient de l'entendre, la perle et l'huître de la nacre qui produit la perle sont des produits qui ont besoin d'être valorisés par nos jeunes Polynésiens. Aujourd'hui, beaucoup de producteurs se plaignent encore que les griffeurs chinois n'ont pas pu revenir. Alors finalement, est-ce qu'on peut continuer à encourager les jeunes à s'orienter
vers la perliculture? Alors oui, bien sûr, c'est pas moi qui vais vous dire non. Il est vrai qu'actuellement, on est dans une période extrêmement compliquée et difficile. Le Covid nous plonge vraiment dans de grandes difficultés. Mais c'est pas pour ça qu'il faut qu'on arrête nos jeunes de développer un produit qui, on l'espère tous, va repartir encore mieux que ce que l'on a connu, oui. Alors justement, la perle aujourd'hui se vend à 270 francs le gramme. Son prix n'a jamais été aussi bas. À titre de comparaison, il était de 600 francs en 2018. Est-ce qu'on peut tout de même continuer de penser que la perliculture est un secteur porteur? Alors, ces chiffres-là, effectivement, n'ont pas de réalité économique actuellement parce que le marché est tellement déstructuré du fait de la situation liée au Covid cette réalité, il n'y a pas de réalité dans ce chiffre, si vous voulez. On a toujours de très belles perles en Polynésie. Simplement, le Covid a créé une situation telle que les comportements des acheteurs, des consommateurs dans le monde, c'est très contracté. Les gens sont beaucoup plus prudents dans leurs achats, en tout cas ces temps-ci. Et il se trouve que du coup, les grossistes, les acheteurs, toute la chaîne se retrouvent à devoir faire de la marchandise, enfin en tout cas de la bijouterie avec des prix moins élevés que ce qu'on avait l'habitude de connaître, pour répondre à une demande un petit peu plus compliquée. Donc on a exporté effectivement ces derniers temps, du fait de la demande de nos acheteurs. La demande de nos acheteurs s'est portée sur des perles de faible prix et donc de qualité moindre. Donc la perle de qualité A ne se vendait plus du tout? Très difficilement, c'est très difficile. Moi, j'ai eu énormément de temps, ça fait 2 ans que j'ai énormément de mal à vendre des perles de qualité. Les acheteurs n'offrent pas le prix qui conviendrait d'acheter. Alors, effectivement, dans ces conditions-là, il vaut mieux les garder. Et donc, il faudra attendre que la crise passe pour que le secteur aille mieux? C'est difficile. Oui, on espère tous que ça passe le plus vite possible parce que pour encore continuer dans ce registre, je pense qu'aujourd'hui la perle vit vraiment, respire en fonction des allées et venues du Covid. Quand les marchés se réouvrent, les gens s'ouvrent un petit peu, sont un petit peu moins prudents. Et puis là, vers Noël, on a une petite embellie. On pourrait parler d'une petite embellie parce que c'est Noël, que donc les demandes montent un petit peu en gamme. Donc j'espère que d'ici quelques temps vous pourrez me dire le prix a augmenté du prix moyen, mais que va-t-il se passer si on doit faire face à une 5e vague, à un nouveau repli? Donc les chiffres n'ont aucune teneur économique réelle actuellement. Pour l'instant, donc difficile de faire des prévisions. Il y a eu une première réforme, enfin une réforme en 2017. Est-ce qu'elle a produit les effets escomptés selon vous? Elle est en cours. Il nous manque le moteur de cette loi qui tournait autour des quotas et je pense que le gouvernement est en train de travailler avec les producteurs pour le mettre en place. Alors justement, le gouvernement souhaite effectivement réglementer les quotas de production, qui est une demande des perliculteurs aussi. En quoi est-ce que cela pourrait aider les professionnels ? Alors les quotas ont plusieurs vertus. En l'occurrence, ils vont permettre avant tout de régler l'offre et la demande, donc d'éviter les surproductions et de pouvoir suivre les marchés de façon plus efficace. Vous savez que quand on produit trop, les cours baissent. Et quand on produit moins, la demande s'inverse et donc les cours montent. Bon, là, on est dans une situation encore une fois très particulière. Ça ne fonctionne pas, mais c'est la première fois de ma vie que je vois que l'offre et la demande ne fonctionnent pas. Mais c'est vraiment très particulier. Merci beaucoup Sabine Loriot pour vos précisions. Merci dans ce journal. Donc il faudra attendre en tout cas que la crise Covid passe pour avoir de meilleurs chiffres. Face à l'augmentation des déchets sur le campus, les étudiants de l'UPF ont décidé de mettre la main à la pâte. Les membres de l'association sportive et culturelle de l'établissement, 12 au total, ont enfilé leurs gants et battu le pavé à la recherche du moindre déchet. Une chose est sûre, le campus regorge d'ordures issues de produits de consommation, canettes, sacs en plastique ou autres paquets de chips. C'est la 2e fois que cette opération est réalisée. La SCUP qui espère que les étudiants seront plus sensibles à la protection de l'environnement, mais surtout plus responsables.
Direction la Nouvelle-Calédonie maintenant. Avant la 3e consultation sur l'avenir du Caillou prévue dimanche, des habitants partagent leur regard. Ce soir, c'est celui d'une pêcheuse de crabes de Palétuvier dans la tribu de Unjo en province nord. Isabelle Goua a confiance en l'avenir, indépendance ou non, elle sait qu'elle s'en sortira. Rencontre décalée signée Kelly Pujar et Mourad Bouretima. La pêche au crabe, un loisir pour Isabelle, mais aussi une tradition. Dès le mois de février, la mère de famille arpente la mangrove comme le faisaient ses parents, un milieu réputé pour ses richesses naturelles qui font la fierté de sa tribu, celle d'Unjo, dans le nord de la Nouvelle-Calédonie. On a toujours appelé ici la nurserie, c'est pour ça que l'on demande toujours aux jeunes de respecter l'environnement des crustacés, de tout, des crabes. C'est important pour eux plus tard, quoi. Pour les enfants, nos petits-enfants à nous. Préserver l'environnement, leitmotiv d'Isabelle depuis toujours et surtout depuis la construction de l'usine du Nord, la 3e qui exploite le nickel en Nouvelle-Calédonie. Le complexe industriel a été implanté sur les terres de sa tribu, un bouleversement pour les pêcheuses de crabes. Elles n'ont plus l'accès direct à une partie de la mangrove. Désormais, elles doivent passer par l'usine. Partir de la tribu directement à la zone de pêche. Maintenant, il faut badger, faut contourner tout ce que l'usine elle a fait, quoi. Une usine où Isabelle travaille, elle est salariée dans une entreprise sous-traitante. Une usine bâtie pour relancer économiquement la région jusque-là à la traîne par rapport au sud de l'archipel. Une usine voulue par les indépendantistes dont Isabelle partage l'idéal, mais pour elle, l'avenir des jeunes ne peut pas être réduit au nickel, la principale ressource de la Nouvelle-Calédonie. Je suis assez confiante parce que je sais que même s'il n'y a pas l'usine, ils ont la pêche. Ils ont même des champs pour cultiver. On est dans un pays qui est vraiment riche en tout, qui fait du bien à notre santé aussi. C'est tout ça qu'il faut prendre en compte dès maintenant. Dès maintenant, sans attendre l'indépendance qu'elle appelle de ses voeux, Isabelle ne sait pas encore si elle ira voter le 12 décembre. Et dans un communiqué, l'église protestante Maori exprime sa préoccupation face à ces événements. Elle soutient, je cite, que la crise sanitaire n'est pas une période propice à une information complète des populations. Il est difficile dans ces conditions pour les populations concernées de ne pas se sentir sujet d'une domination par une puissance administrante et toujours coloniale. Fin de citation. Le directeur du Quai Branly, président du jury du FIFO, et c'est un Calédonien justement qui aura l'honneur de présider à la 19e édition du Festival international du film documentaire océanien. Emmanuel Casarirou, le directeur du musée du Quai Branly, donc, devra noter 12 documentaires tournés au Samoa, au Royaume-Uni ou encore à Hawaï. 130 étaient en lice, mais seuls 12 ont été sélectionnés, ainsi que 17 hors compétition. Le FIFO se tiendra du 5 au 13 février 2022 en ligne, mais aussi en présentiel. Et il est attendu avec impatience par le directeur de la Maison de la Culture, Yann Teagaï. Il répond à Brigitte Olivier, Heidi Enko. On a diète parce que historiquement, effectivement, la Maison de la Culture est un partenaire où on vient soutenir, aider logistiquement, technique et tout, apporter aussi, on va dire, tous les espaces qui accueilleront les projections. Donc c'est avec grand plaisir qu'on a hâte de retrouver déjà le public, mais aussi cette nouvelle sélection pour le millésime 2022 qui s'annonce très, très intense, très passionnante. Nous sommes arrivés au terme de cette édition. Nous retiendrons cette information pour ce soir. L'installation d'un supermarché Carrefour à M'Haripa, à M'Oria, ne fait pas l'unanimité. Si une partie des habitants voit dans le projet des emplois à la clé, les associations de protection de l'environnement estiment qu'il est surdimensionné. 1800 m² de surface commerciale, c'est beaucoup trop pour les sœurs, affirme-t-elle. La direction veut rassurer, ce supermarché sera le plus petit du groupe. À la une de vos quotidiens, demain, la dépêche de Tahiti titre sur le FIFO 2022 qui sera hybride. Tahiti Info s'intéresse à la crise qui a exacerbé le trafic d'ice. Après ce journal, vous avez rendez-vous avec Pa'Waura, puis 2 épisodes de la série anglaise Hayden. Merci de rester fidèle à votre chaîne publique. Je cède ma place à Marouki Duri. Lundi, vous retrouverez Cybèle Plichard. Je vous souhaite un très bon week-end. Prenez soin de vous et à bientôt.
Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet. L'information en continu sur Polynésie la première, internet et réseaux sociaux.